Le membre supérieur que nous venons de voir sur le plan squelettique, articulaire, musculaire et son innervation ne peut être véritablement fonctionnel que s'il a une alimentation en métabolites et oxygène. C'est le rôle de la vascularisation artérielle et son retour veineux, avec une cartographie assez complexe dans ce membre supérieur. Le membre supérieur présente une vascularisation à la fois artérielle, c'est l'apport de sang, un retour veineux et une circulation lymphatique. Nous laisserons de côté la circulation lymphatique qui a moins d'importance que pour les viscères, en particulier du thorax et de l'abdomen. Ce premier schéma, purement théorique, montre l'organisation de la vascularisation artérielle et son retour veineux. Sur le plan artériel, il y a un courant principal, longitudinal, d'une extrémité à l'autre du membre. Pour le membre supérieur comme le membre inférieur, il y a généralement un tronc principal proximal, qui est dans le haut du schéma, un trajet plus ou moins rectiligne, et une terminaison qui se termine par une division, une bifurcation ou une trifurcation artérielle. Au cours de ce trajet, le tronc artériel principal a une forme conique, il a un diamètre plus important en proximalité qu'en distalité, et au cours de ce trajet, il abandonne les artères collatérales. Ces artères collatérales, après le tronc artériel unique conique, sont réparties de différentes façons. Les branches collatérales naissent tout au long du trajet, avec des diamètres plus ou moins importants, et ces branches collatérales vont participer à la formation de cercles anastomotiques étagés transversaux. Ces cercles anastomotiques étagés transversaux, on les trouve plus volontiers au niveau des articulations. Ils sont représentés ici de façon théorique, les vaisseaux peuvent être plus ou moins nombreux, et ce flux artériel, par les cercles anastomotiques, participe à des courants longitudinaux de plus petit diamètre que le tronc principal, mais qui peuvent être variables au cours d'une vie, qui peuvent suppléer l'obstruction du tronc principal, qui va se faire éventuellement de façon progressive et qui permet le développement des collatérales. On a donc, sur ce trajet du tronc artériel principal, conique, les branches collatérales, les cercles anastomotiques et les courants longitudinaux. Toute cette vascularisation artérielle passe par un réseau capillaire. Réseau capillaire dans les muscles, le squelette, les articulations, le revêtement cutané, etc. Le réseau capillaire se résout en un réseau veineux, avec pour les membres deux réseaux veineux très distincts. Premièrement, le réseau veineux profond qui est en bleu sur le schéma. Le réseau veineux du membre supérieur va s'organiser avec, généralement, 2 voire 3 veines pour une artère. Le volume sanguin veineux est donc beaucoup plus important que le volume sanguin artériel. Il y a un réseau profond de gros diamètre, et un réseau veineux superficiel qui est sous-cutané, visible par transparence sous la peau, qui est largement exploité en pratique médicale ou chirurgicale pour les perfusions, qui est représenté en violet sur le schéma, et ces veines superficielles communiquent de toute façon avec le réseau profond, soit par des veines perforantes à différents points, à différentes hauteurs du membre, soit par le drainage veineux superficiel proximal, qui est situé sur le schéma en haut et à droite, réseau veineux proximal qui va former une crosse, en quelque sorte un virage courbe, pour se déverser dans le réseau veineux profond. Il y a donc des veines communicantes qui permettent l'association des deux réseaux veineux. Ce chapitre met en place la vascularisation artérielle, et c'est essentiellement celle-ci qu'on va étudier, vascularisation artérielle de la région de l'épaule. C'est donc une épaule droite où on a mis en place le squelette,
la clavicule, la scapula, l'humérus, et quelques muscles comme le muscle subclavier, le muscle petit pectoral, le muscle coraco-brachial qui est en marron foncé. Le flux artériel principal vient de l'artère subclavière. L'artère subclavière est destinée aux membres supérieurs et cette artère subclavière a son origine en arrière de la clavicule. En arrière de la clavicule, elle est accompagnée par le plexus brachial et au-delà du défilé costo-claviculaire, elle devient l'artère axillaire. Ce défilé costo-claviculaire entre la clavicule et la première côte peut être étroit et gêner la circulation artérielle. L'artère axillaire qui traverse la partie inférieure, caudale, de l'articulation de l'épaule. La plupart du temps, les vaisseaux passent au niveau des plis de flexion des articulations. Cette artère axillaire devient l'artère brachiale ou humérale, en aval, en distalité du bord inférieur du muscle grand pectoral, qui est représenté par la flèche verte à partir du col chirurgical de l'humérus. Cette artère axillaire, au cours de son trajet, présente plusieurs artères collatérales. Nous ne retiendrons que les principales. L'artère acromio-thoracique, qui naît au-dessus du muscle petit pectoral, avec un rameau acromial, un rameau thoracique, qui va vasculariser les muscles de la paroi, grand et petit pectoral, et le tissu éventuellement intercostal. C'est le premier vaisseau collatéral de l'artère axillaire. On a ensuite, avec une direction latérale, les artères circonflexes antérieures et postérieures. Artères circonflexes qui font le tour, après une division, du col chirurgical de l'humérus. Sur le versant médial, juste au-dessous ou en arrière du muscle petit pectoral, l'artère thoracique latérale va vasculariser les muscles de la paroi thoracique, mais aussi la glande mammaire, c'est celle qu'on appelait antérieurement l'artère mammaire externe. Enfin, plus en distalité, il y a une artère subscapulaire qui vascularise les plans postérieurs, les plans dorsaux de la région de l'épaule et du thorax. Au-delà du bord inférieur du muscle grand pectoral, eh bien, l'artère axillaire est devenue artère brachiale et elle va se diviser, donnant l'artère humérale profonde. Cette artère humérale profonde est de plus petit diamètre que l'artère brachiale, elle contourne la diaphyse de l'humérus et se distribue en distalité vers les muscles de la partie latérale et postérolatérale de la région du coude. Il y a donc une division avec une branche postérieure, une branche antérieure et une artère collatérale interne supérieure qui est plus superficielle que l'artère brachiale elle-même. Le schéma montre que l'artère brachiale est accompagnée par deux veines, ça peut être plus, et les veines ont toujours un diamètre et une capacité plus importante que l'artère. Sur le schéma, on a d'autres repères, deux traits orange dans le creux axillaire, en particulier un trait qui est légèrement oblique, presque horizontal, c'est le bord inférieur du muscle grand rond, et un trait oblique, orange, qui est en arrière de la diaphyse de l'humérus, qui va jusqu'à la scapula, sur le bord inférieur de la glène, c'est, de façon schématique, le muscle long triceps. Deuxième région, c'est celle de l'articulation du coude. Comme repère, on a mis en place les membranes interosseuses, et l'artère axillaire devient artère brachiale au-delà du bord inférieur du muscle grand pectoral. L'artère brachiale va passer sur le pli de flexion, la zone de flexion de l'articulation du coude, donc en situation ventrale, et au-delà de l'interligne articulaire, elle devient l'artère radiale latéralement, l'artère ulnaire médialement. C'est donc la terminaison par une bifurcation de l'artère brachiale. L'artère brachiale, sur le bord médial du bras, va être accompagnée par des nerfs, et surtout elle va donner des
vaisseaux collatéraux. Premièrement, une artère nourricière ou plusieurs artères nourricières pour la diaphyse de l'humérus. Vous savez que le tissu osseux est en constant renouvellement, il y a une activité métabolique importante, et donc il faut de l'énergie. On a également des collatérales musculaires très importantes pour nourrir le tissu musculaire, le renouveler. Comme on l'a vu sur le schéma précédent, l'artère humérale profonde ou artère collatérale externe, cette artère humérale profonde va rejoindre, s'anastomoser avec des vaisseaux qui ont une origine plus distale. L'artère humérale profonde s'anastomose avec une artère récurrente radiale antérieure et une artère récurrente radiale postérieure. Ces vaisseaux collatéraux, de petit diamètre normalement, peuvent augmenter leur diamètre en cas d'imperfection, d'altération, de dysfonctionnement de l'artère principale. Sur le bord médial, l'artère ulnaire donne une première collatérale qui devient une artère interosseuse et qui passe de part et d'autre de la membrane interosseuse entre les deux os de l'avant-bras. Nous avons ensuite une artère antérieure, une artère postérieure par rapport à la membrane, et en revenant à l'étage du bras, asymétrique par rapport à l'artère humérale profonde, une artère collatérale supérieure, qui passe dans la loge postérieure, et cette artère collatérale interne supérieure rejoint une artère récurrente ulnaire. On a, pour être complet, une artère collatérale interne inférieure. Cet ensemble représente ici un cercle artériel, périarticulaire, anastomotique, qui peut suppléer, par exemple, l'obstruction de l'artère humérale au niveau du pli du coude, obstruction qui peut être traumatique par une ponction artérielle et obtenir du sang artériel. Si la ponction est traumatisante, répétée, mal faite, on peut avoir une obstruction de cette artère et, avec un bon développement du réseau artériel périarticulaire, on peut avoir une suppléance grâce au cercle périartériel jusqu'au niveau des doigts. C'est donc le cercle artériel du coude. Cette région du coude, la voici sur un schéma où sont représentés les reliefs et volumes musculaires. C'est la face antérieure du coude droit, bien évidemment, avec le canal brachial. Canal brachial situé entre le biceps et le brachial, où passe l'artère humérale, les veines et certains nerfs, puis la région du pli du coude, avant de donner la région de l'avant-bras. L'artère brachiale est volumineuse, avec ce trajet rectiligne, le brachial est en arrière, le biceps en avant, et le brachioradial, lui, est latéral et forme en quelque sorte un cornet concave latéralement. Les muscles épitrocléens partent de ce relief de l'humérus et deviennent vite nombreux. Au-delà de l'artère brachiale, sa division donne l'artère radiale qui reste en partie superficielle, qui passe en superficie du muscle pronateur en rose, puis qui devient latérale par rapport au muscle fléchisseur superficiel des doigts. L'artère ulnaire, quant à elle, est beaucoup plus profondément située. Elle passe en arrière des muscles épitrocléens, entre le fléchisseur superficiel des doigts et ici le fléchisseur ulnaire du carpe. On retrouve dans le plan sous-jacent le rond pronateur, le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur superficiel des doigts et le fléchisseur ulnaire du carpe. Bien sûr, de nombreuses collatérales accompagnent ce trajet, comme on l'a vu sur le schéma précédent. On arrive à l'étage de la main avec une représentation très schématique sur la face palmaire de la main. Dans la partie haute du schéma, on a figuré le squelette, radius, ulna et l'os pisiforme, ainsi que quelques muscles qui participent à la structure de la région. Le muscle brachioradial qui a sa terminaison, puis le muscle long palmaire et le muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui englobe
l'os pisiforme. Pour mémoire, sont présentés le ligament ou rétinaculum défléchisseur pour le poignet, ainsi que le muscle adducteur du pouce. L'artère ulnaire, tout d'abord, a un trajet profond, masqué sous les muscles de l'avant-bras. Cette artère ulnaire passe dans une petite dépendance vis-à-vis du rétinaculum défléchisseur en superficie. L'artère ulnaire reste superficielle ensuite, et elle va largement participer au développement de l'arcade palmaire superficielle. En effet, sur son trajet, elle va donner des vaisseaux destinés aux doigts et des vaisseaux qui s'anastomosent avec la deuxième arcade. L'arcade palmaire superficielle est complétée par l'artère radio-palmaire, artère radio-palmaire qui est également en superficie et qui forme avec la précédente un réseau qui a la forme de la lettre V. L'arcade palmaire superficielle donne des artères digitales palmaires communes, qui participent à la vascularisation des muscles, de l'os et de la peau au niveau de la main. Ces artères digitales palmaires communes, qui sont dans les espaces interdigitaux, se divisent ensuite sous forme d'artères digitales palmaires qui suivent les bords latéraux et médiaux des doigts jusqu'à la dernière phalange. L'artère radiale. L'artère radiale est plus superficielle au niveau de l'avant-bras. Elle passe sur ce schéma ventralement par rapport au radius et surtout elle passe dans la gouttière du pouls, dans cette tabatière anatomique ou gouttière du pouls qui permet de recevoir et de percevoir les pulsations, soit par test manuel, soit par un effet Doppler ou autre. L'artère radiale, après avoir franchi la tabatière anatomique, va prendre une orientation beaucoup plus courbe. Et cette artère radiale va former l'arcade palmaire profonde, qui a la forme de la lettre U et non plus de la lettre V comme la superficielle. L'arcade palmaire profonde, qui va donner sur son trajet des rameaux palmaires profonds ulnaires, des artères métacarpiennes palmaires, et participer ainsi à l'anastomose, aux anastomoses, entre les différents plans musculaires et squelettiques. Il y a les nerfs qui accompagnent ces vaisseaux, qui sont partiellement représentés sur le schéma par des flèches uniquement. Cette vascularisation de la main est bien sûr un secteur protégé. Protégé comment? Par deux anastomoses. Deux anastomoses avec, en amont, le sang artériel qui arrive avec sa forte pression, et c'est ainsi que la ligature d'une artère radiale ou d'une artère cubitale ne provoque généralement rien, aucun symptôme sur un sujet jeune. Par contre, avec la surcharge de l'athérome, en vieillissant, eh bien ces artères peuvent s'obstruer parallèlement, puis l'une d'elles se bouche avec le temps et provoque un défaut de vascularisation, une ischémie de la partie distale du membre supérieur. Les veines ont une importance moindre en pathologie que pour le membre inférieur. Il n'y a pas de maladie variqueuse du membre supérieur, c'est un secteur où très largement on exploite les veines chaque jour par des perfusions et l'administration de médicaments par ce moyen.